Bonjour à toutes et à toutes, ravi d'être parmi vous. Alors, je suis Christian Côté, papa de Marie-Lise, atteinte d'une maladie qui est l'amyotrophie spinale infantile et impliquée dans le monde des maladies rares depuis 37 ans, 20 ans comme bénévole et 17 ans comme professionnel, directeur général de la FM Téléthon, mandat que j'ai remis pour redevenir récemment bénévole. Le dépistage néonatal, entre autres, est un de mes sujets que j'ai beaucoup porté. Dans les quelques mots que je vais partager avec vous, je vais vous parler de l'odyssée de la mise en œuvre du dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale, qui n'est pas tout à fait encore abouti. Et puis j'élargirai mon propos pour arriver aux possibilités nouvelles qu'offre la génétique en général et le séquençage à haut débit en particulier. Alors, quelques mots sur l'amyotrophie spinale infantile, une maladie pédiatrique, maladie neuromusculaire. C'est une maladie dont les symptômes prennent source dans le motoneurone. Elle est liée à un gène dont la mutation, lorsqu'elle est homozygote, bloque la fabrication d'une protéine qui est nécessaire à la survie du motoneurone. Et ainsi, les enfants qui sont dans cette situation d'être homozygotes d'un gène SMN1 muté voient leurs motoneurones dégénérer et mourir avec toutes les conséquences fonctionnelles et au-delà du fonctionnel, les conséquences respiratoires. C'est une maladie pour lesquelles il y a des grades de gravité. On parle de type, le type 1, le type 2, le type 3, le type 4. 60% des bébés qui naissent sont atteints de la forme la plus sévère, qu'on appelle le type 1. Alors, c'est une centaine de naissances en France et donc le type 1 sévère représente environ 60%, 60 bébés qui naissent et dans l'histoire naturelle de la maladie qui meurent par détresse respiratoire avant l'âge de 24 mois. Ce qui a beaucoup changé, c'est ces quelques dernières années. Le progrès thérapeutique a été fantastique sur cette maladie, puisque depuis maintenant 2016 pour le premier des traitements et jusqu'à aujourd'hui, nous disposons de 3 thérapeutiques très efficaces, 3 thérapeutiques qui adressent le mécanisme génétique de la maladie, c'est-à-dire que vous avez une première thérapeutique qui est une thérapeutique de substitution de gènes, une véritable thérapie génique qui vient remplacer le gène SMN1 muté par un gène fonctionnel, c'est le Zolgensma. Puis vous avez 2 autres thérapeutiques qui jouent sur un gène modificateur qui substitue à l'absence du gène SMN1 l'expression d'un gène, on parle du gène SMN2, qui vient contribuer à la refabrication de cette protéine qui est nécessaire à la survie du motoneurone. Le progrès thérapeutique il est extraordinaire. Les enfants qui sont traités, quand ils sont traités suffisamment tôt, c'est vraiment un changement de vie, c'est un changement de destin. Les enfants ne meurent plus, je vais revenir sur cet élément-là parce que c'est important, et tous les résultats cliniques et la pratique clinique a démontré que plus on traite tôt, meilleure est l'efficacité de ces traitements. C'est ce qui fait que dès que ces traitements sont apparus, dès que le premier traitement est apparu, au sein de la FM Téléthon, on s'est préoccupé du dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale. J'ai presque envie de dire malheureusement trop tard, puisque les traitements étaient déjà là et disponibles alors qu'on ne dépistait pas ces bébés. Or, je disais, plus on traite tôt, meilleure est l'efficacité thérapeutique. Et pour aller même encore plus loin, la meilleure efficacité thérapeutique, elle est obtenue lorsqu'on traite avant l'apparition des symptômes. C'est facile à comprendre, hein. Les symptômes veulent dire qu'il y a déjà eu une première dégénérescence du motoneurone. Plus on va traiter tôt, on va bloquer cette dégénérescence du motoneurone puisqu'on joue sur ce mécanisme génétique qui permet de refabriquer la protéine nécessaire à la survie du motoneurone. Donc si on traite avant que le motoneurone ait commencé de dégénérer et de mourir, on va empêcher l'apparition de la maladie. Il se trouve que pour l'amyotrophie spinale, il n'y avait pas de marqueur biochimique disponible. C'était donc évident qu'il fallait utiliser la génétique. Et je me suis beaucoup impliqué dans ce qui s'est appelé les États généraux de la bioéthique à partir de 2018 pour la révision des lois de bioéthique. Ça a été très compliqué et par rapport à ce qui était
évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tout entendu. Quand on a parlé de génétique pour faire du dépistage néonatal, évidemment, tous les milieux pro-life ont crié à l'eugénisme. Des députés nous ont fortement critiqués. Bref, on a fini par y arriver, finalement. Et j'insisterai sur un fait, hein, les avancées dans le domaine des maladies rares, ce sont les avancées pour lesquelles les associations de malades se mobilisent pour conquérir de nouveaux droits. L'article 27 de la loi de bioéthique qui permet d'ouvrir la voie du dépistage génétique, génomique, globalement, au dépistage néonatal, il a été écrit au départ au niveau de notre association et il a fallu 3 ans puisque à partir de 2018, ce décret de article 27 a été publié avec la loi de bioéthique le 2 août 2021. Et donc, ceci ayant été fait, on s'est préoccupé du dépistage néonatal de l'hématotrophie spinale en posant au départ un certain nombre de prérequis. Pas de dépistage des hétérozygotes, donc les parents porteurs sains qui sont susceptibles de transmettre la maladie à leurs enfants en fonction de la situation génétique du couple. Partant de l'idée que de toute façon, sur cette maladie, si on dépiste la mutation causale, on a 5% de faux négatifs obligatoires parce que parfois, l'anomalie génétique, c'est une mutation ponctuelle et le texte génétique utilisé ne la dépiste pas. Et puis évidemment, pas d'études d'autres gènes. On est simplement dans cette première approche génétique du dépistage néonatal sur la recherche d'une mutation causale d'une maladie particulière. Donc on a aussi été accusés, on nous a posé la question à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous allez faire des découvertes incidences, etc., etc. Toutes choses complètement, je dirais, ahurissante quand on connaît un petit peu ce que l'on proposait de faire. En fait, on nous a accusé d'eugénisme alors que nous, on proposait de dépister des bébés déjà nés pour mieux les soigner, ce qui est complètement ahurissant. Et on a été confronté à une première difficulté, c'est que, et tout à l'heure Frédéric Huet en a parlé, le système de dépistage néonatal, à l'époque, c'est en train de changer, Dieu merci, n'avait pas véritablement de porte d'entrée bien identifiée. Comment faire pour implémenter un nouveau dépistage néonatal? On nous a proposé de lancer un projet pilote. On n'a pas voulu faire ce qu'on appellerait une étude pilote. On a lancé un projet préfigurateur, c'est-à-dire nous mettre dans les situations réelles de la pratique en soins courants du dépistage néonatal. Et c'est ainsi qu'on a lancé le projet DEPISMA dans 2 régions de France. Et c'est un projet que nous avons co-animé, un neuropédiatre, un généticien et moi-même, donc dans ces 2 grandes régions de France, qui a démarré en fin 2022, début 2023, avec tout un ensemble de collaborations. Vous voyez, les neuropédiatres, globalement de la filière Philnomus, des généticiens, les centres régionaux de référence maladies rares, de nombreuses discussions avec les instances de pilotage du dépistage néonatal, au niveau du pilotage, au niveau du Centre national du dépistage néonatal, au niveau des centres régionaux de dépistage néonataux, les ARS bien sûr. Et ensuite, il a fallu monter un tour de table financier qui a été constitué entre l'AFM Téléthon, un peu les pouvoirs publics et beaucoup le secteur privé, à savoir les pharma qui diffusaient les 3 traitements que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà, je passe là-dessus puisque le temps nous est compté. Qu'est-ce qu'il en est de DEPISMA? Voilà le bilan à 16 mois. Donc on a effectivement réussi à mobiliser toutes les maternités. En réalité, c'est 80 sur 81 parce qu'il y en a une qui est en train de fermer. Donc elle était partante pour participer, mais elle n'a pas véritablement recruté. À 16 mois, on avait screené 84 000 et quelques nouveau-nés, identifié 7 bébés positifs, donc porteurs de la mutation homozygote. On a été confronté à un faux négatif, encore une fois, c'est un faux négatif obligatoire, puisque un des bébés screenés a révélé quelques mois plus tard l'expression des symptômes de la maladie. C'est la limite du système. Les screenings positifs ont bénéficié d'un traitement qui est la thérapie génique pour 5 d'entre eux.
Il y en a 2 qui sont sous surveillance puisqu'ils ont, je vais passer sur les détails, mais 4 copies d'un gène modificateur important. Et aujourd'hui, il n'y a pas consensus pour le traitement présymptomatique des bébés qui portent ce gène modificateur qui vient moduler l'impact de la maladie. On était inquiet parce que dépistage génétique, c'était dans le cadre d'une étude clinique. Les parents devaient co-signer ensemble un consentement à part du test de Guthrie. Néanmoins, vous voyez, certes, le nombre de refus parental, il est plus important que ce qui a été présenté tout à l'heure dans le système, je dirais, général du dépistage néonatal en soins courants. Néanmoins, vous voyez que l'acceptation, on s'était donné comme objectif 80%. On est à 98 et quelques pourcents dans le cadre d'une étude clinique avec toutes les contraintes spécifiques que ça pose. Donc, on est très content de ce résultat. On a démontré la faisabilité, l'acceptation sociale et la pertinence de ce dépistage néonatal. Toutes données qui ont été transmises à la haute autorité de santé, partagées avec tous les milieux du dépistage néonatal et normalement, la Haute Autorité de Santé va annoncer le 4 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine, son avis favorable à l'extension nationale du dépistage néonatal à partir de DEPISMA. Donc voilà un petit peu l'expérience que personnellement j'ai acquis dans ce domaine. Alors pourquoi c'est très important? C'est très important parce que là, j'ai fait le bilan des bébés atteints de la SMA de type 1, donc la forme sévère, dont les situations ont été vues en ce qu'on appelle un RCP, en réunion de consultation pluridisciplinaire. Environ 140. Vous voyez que 64 traités par thérapie génique, 97% d'entre eux sont vivants aujourd'hui. 11 traités par les 2 autres traitements, 82% sont vivants aujourd'hui. Mais 62 d'entre eux, donc presque la moitié, la moitié, ont été renvoyés en soins palliatifs, c'est-à-dire non traités, parce qu'arrivés au diagnostic sur des symptômes trop installés pour que les cliniciens puissent juger a priori d'une efficacité thérapeutique significative. Et donc, vous voyez, sur ces 62, 6% simplement sont vivants aujourd'hui. Et ça, c'est insoutenable, c'est inacceptable. On dispose des traitements. Jusqu'à aujourd'hui, on ne dépiste pas ces bébés. Donc, ceux qui pourraient être sauvés vont mourir et vont mourir dans des situations de souffrance importante. Et donc, il ne faut pas croire que les choses allaient s'améliorer avec le temps parce que, vous voyez, sur le bilan 2019-2022, c'est 43% des bébés vus en RCP qui n'ont pas été traités. Sur 2023, c'est 49% qui n'ont toujours pas été traités. Vous voyez, en moyenne, il y a près de la moitié de ces bébés atteints de la forme sévère qui ne sont pas traités. J'accélère un petit peu. Alors, ouvrons un petit peu le champ. Le dépistage néonatal, c'est certes un acte médical de santé publique qui permet un diagnostic précoce et anticipé par rapport à l'expression de la maladie, mais il faut aussi le voir comme un acte de prévention qui va permettre un bénéfice direct quand il y a des traitements ou indirect pour l'enfant. Et ça, pour nous, c'est tout aussi important. Le dépistage systématique, il va permettre évidemment l'administration de traitements quand ils sont disponibles, c'est le cas de la myotrophie spinale, mais il va aussi permettre une prise en charge médicale adaptée et précoce, favorable au bien-être de l'enfant, même s'il n'y a pas de traitement disponible. Et puis surtout, ça a déjà été évoqué par les uns et les autres, ça permet d'éviter des actes médicaux non adaptés, ça permet d'éviter toute une errance diagnostique dont a parlé Gilles tout à l'heure et qui est source de souffrance et d'angoisse pour les familles. Apporter un conseil génétique à partir de la première naissance pour des projets parentaux à venir. Prenons l'exemple de la myopathie de Duchenne. Aujourd'hui, Dieu merci, on la diagnostique de plus en plus tôt, mais il n'y a pas de dépistage néonatal. Et les familles où il y a plusieurs cas atteints parce que le premier a été diagnostiqué trop tard, avant la naissance du deuxième, etc. etc. Donc c'est aussi un point important. Mettre en place une prise en charge anticipée. Réduire la souffrance psychologique, même s'il n'y a pas de traitement, ça a déjà été évoqué, de l'enfant et de sa famille, parce que, je prendrai encore une fois l'exemple de myopathie de Duchenne, le nombre de parents qui regrettent a posteriori d'avoir houspillé leur garçon parce qu'il avait la réputation d'être paresseux, parce qu'il ne voulait plus avancer, parce qu'il demandait à être porté, etc. etc. Donc c'est vraiment... Même s'il n'y a encore une fois pas de traitement, ça permet la reconstruction précoce du projet de vie, pour l'enfant bien sûr,
N'oublions pas que le premier intérêt, c'est le bénéfice de l'enfant lui-même et pour la famille aussi. Quelques éléments un peu de réflexion générale, des éléments de justice, de non-malfaisance et de bienveillance. J'ai emprunté quelques éléments à Brigitte Chabrol, qui est très impliquée sur ce sujet-là. Principe d'égalité, en effet, l'errance diagnostique, elle n'est pas équitable. Selon la région de France où l'on vit, selon le milieu social et notre capacité, j'ai envie de dire, à se débrouiller dans un système complexe, on n'est pas dans la même situation d'équité par rapport au diagnostic. Donc, dépister tous les bébés à la naissance, c'est déjà remettre de l'égalité, de l'équité par rapport à l'errance diagnostique. La non-malfaisance, c'est évidemment quelque chose. Il faut bien sûr que les critères, que des paramètres faux négatifs, faux positifs soient, je dirais, étudiés au plus près. Il ne s'agit pas de générer de l'angoisse vers une majorité de familles si le test utilisé n'est pas pertinent et génère des tas et des tas de faux positifs. Mais ça, c'est une problématique qu'il faut évaluer maladie par maladie et qui évolue au fil du temps en fonction des technologies mises à disposition. Et pour terminer, bien sûr, en termes de bienveillance, hein, ce qui nous guide, c'est le bien-être de l'enfant, le soigner quand on peut le soigner, mais améliorer ses conditions de vie et je dirais, l'accompagner pour se construire avec la maladie, c'est quelque chose de très important pour lui, mais aussi pour la famille. Alors, pour terminer, parce que j'ai le sentiment d'être un petit peu long, le retard français a été évoqué. On en a beaucoup parlé, ça a été évoqué par plusieurs intervenants dans le cadre du plan maladie rare numéro 4 qui est en cours de constitution. Donc, bien sûr, première étape, il y a des dépistages qui sont urgents de dépister. J'ai parlé de la myotrophie spinale, celui des déficits immunitaires combinés sévères a déjà été évoqué, c'est important. Il faut aussi, pour ne pas être dans le cas de la myotrophie spinale, anticiper le progrès thérapeutique et commencer à travailler sur des dépistages néonataux avant. Et par exemple, j'ai déjà évoqué la myopathie de Duchenne, la thérapie génique de la myopathie de Duchenne, elle est dans les tuyaux. Donc préoccupons-nous aussi de ce dépistage de cette maladie dès aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il sera génétique, mais du dépistage en général, avant que la thérapie génique arrive en soins courants. Il y a tous les critères d'actionnabilité et de traitement qu'il faut aussi discuter, mais ça, c'est très présent au sein du projet Périgénomède. Et puis, quant à la connaissance des préférences des familles, elles ont déjà été largement évoquées ce matin, j'y reviens pas. L'organisation a été bien amélioré en France, a été évoqué par Frédéric Huet ce matin. Aujourd'hui, quand je parlais d'un process d'engagement qu'on a été gêné au départ parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre, bon, les choses elles ont été largement discutées dans le plan maladie rare. La question d'un guichet unique, la question d'un chemin pour implémenter de nouveaux dépistages qu'ils soient demandés par un groupe de cliniciens, par une association, etc., etc. Ça va se mettre en place. Je croise les doigts, si le plan maladie rare numéro 4 voit le jour, et il s'est passé quelque chose le 9 juin qui n'est pas forcément en faveur de cela. Il faut évidemment renforcer les moyens. Hein. Les CRDN, c'est très bien. Le centre de pilotage national du dépistage néonatal ou le centre de coordination du dépistage néonatal, c'est très bien. Mais, comme là, je crois que Frédéric Huette l'a dit, un plein temps et demi à la HAS pour instruire les nouveaux dossiers. Il faut évidemment doter la HAS de nouveaux moyens. Il faut aussi simplifier le rendu. Juste pour l'anecdote, l'avis de la HAS pour la SMA, pour un dépistage néonatal qui est qui est pratiqué partout en Europe. Hein, la plupart des pays, près de 70% des bébés sont dépistés pour la SMA en Europe. L'avis rendu de la HAS, c'est 204 pages de rapport. Imaginez le temps qu'il faut pour pondre 204 pages de rapport pour rendre un avis. Je ne critique pas, ils ont peu de moyens, mais simplifions. Je veux dire, il y a des évidences, qui s'imposent d'elles-mêmes. Donc, nouveau diagnostic, la question aussi de mettre en place de nouveaux diagnostics néonataux sous statut conditionnel pour les évaluer en soins courants, ça peut être aussi une possibilité. Bon, je passe sur les détails
parce qu'on en discutera cet après-midi. Et pour demain, la vision prospective, c'est le NGS, c'est le New Genome Sequencing. Hein, et il est clair que tout ce qui a été évoqué ce matin autour de Périgénomède représente un saut quantique dans le domaine du dépistage néonatal. Là, on passe d'une approche maladie par maladie, longue, fastidieuse, à mettre en place, je viens de l'évoquer, à quelque chose de beaucoup plus important. Donc, c'est la raison pour laquelle la FM Téléthon soutient ce programme Périgénomède. C'est une approche globale qu'il va falloir porter. Certes, beaucoup de difficultés sont devant nous, des questionnements éthiques légitimes qu'il faut aborder, des questions technologiques, des questions économiques, mais il faut aussi s'en occuper maintenant si on veut que ce soit opérationnel dans les décennies prochaines. Donc je passe sur les questions, on les reverra tout à l'heure, beaucoup de questionnements, mais probablement une approche, je dirais, pertinente, qui va permettre de passer du stade artisanal, certes très professionnalisé aujourd'hui, et c'est vrai que quand on dit que la France est en retard, on a un système qui est très bien organisé, qui permet de ne laisser personne de côté, parce que le dépistage néonatal, s'il n'est pas obligatoire, il est proposé systématiquement à tous les parents en France, et on a vu son niveau d'acceptation sociale. Avec l'utilisation du séquençage complet du génome, on va vers d'autres perspectives et on va sortir de cette vision un petit peu compliquée, maladie par maladie, pour aller vers un nouveau paradigme, en effet, mais au-delà de la réorganisation du dépistage néonatal, c'est toute une réorganisation du système de santé, de ce qui se passe dans les hôpitaux, de la capacité à prendre en charge et à accompagner ces enfants. Voilà, donc c'est un système complet qu'il faut penser bien correctement dans les années à venir. Et je vais m'arrêter là pour laisser la place à Roselyne. Voilà. Merci de votre écoute.